Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier panel de l'après-midi consacré à la transformation des métiers. Donc stratégie et formation, de formation et compétences, anticiper la transformation des métiers. Transformation digitale, disparition de 50% des métiers existants dans les années à venir, émergence de nouveaux besoins et encore transition écologique. Beaucoup de secteurs sont déjà impactés par ces révolutions. D'autres les guettent avec un peu d'inquiétude ou avec de l'impatience. Pour ne pas subir, anticipation et accompagnement sont les maîtres mots. Alors pour discuter de ces sujets hautement d'actualité, j'ai la chance d'accueillir cet après-midi Delphine Groès. Alors Delphine, vous êtes directrice de l'Institut des compétences et de l'innovation au sein de Sciences Po Paris. Vous avez assuré en 2020 la préfiguration de cet Institut des compétences et de l'innovation de Sciences Po et vous en avez pris la direction. Hélène Baudon, bonjour Hélène. Vous dirigez de votre côté les opérations d'INCO, qui est un groupe mondial qui est structuré autour de plusieurs activités d'investissement via un fonds d'investissement, d'incubation et de formation. Vous soutenez les entreprises innovantes, les futurs leaders de l'économie de demain. Et vous avez réalisé en 2018, je crois, pour le cabinet McKinsey, une étude dont on en parlera plus en détail tout à l'heure, une étude consacrée à la place des femmes dans le monde professionnel de demain. Et puis, j'accueille également Ingrid Florian. Bonjour Ingrid. Vous êtes directrice du pôle marketing de l'offre et pilotage de la formation au sein du groupe La Poste. C'est grâce à vous que les 250, et notamment avec votre équipe, 250 000 collaborateurs du groupe La Poste se forment en continu. Vous avez débuté votre carrière en 98 au sein de la direction générale adjointe de France Télévisions. Vous connaissez bien donc les métiers des médias. Vous avez travaillé pendant 15 ans au sein des différents médias TF1, Amaury Média, l'agence Capa et Lagardère Group. Donc merci beaucoup à toutes les trois pour être présentes cet après-midi à nos côtés. J'avais souhaité commencer ce panel par parler déjà des métiers et de l'identification des besoins. Alors au commencement, c'est-à-dire à l'école, au sein de Sciences Po. Avec vous Delphine, peut-être déjà sur ce que vous avez détecté au sein de Sciences Po, côté étudiant mais aussi côté enseignant, de l'impact de cette période qui n'en finit pas mais dont on voit le bout du tunnel parce qu'on a la chance de ne plus être masqué, sur l'impact sur les compétences, voilà, impact numérique, qu'est-ce que vous avez vous décelé ? Très bien, merci et merci beaucoup de cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors sur la crise Covid, plusieurs choses. Tout d'abord, c'était un plongeon en quelques jours dans l'enseignement en ligne. Donc l'apprentissage en ligne pour les étudiants, mais également cette organisation du travail à distance et puis dans des contextes qui étaient quand même très complexes et un inconnu. Donc c'était ce plongeon des étudiants dans ce monde-là que nous avons accompagné. Puis bien évidemment, c'était aussi une transformation radicale de l'enseignement, puisque tous les enseignants ont dû se former, réinventer des méthodes pédagogiques avec notre soutien pour s'adapter à un enseignement en ligne, soutenir une interactivité, l'attention des étudiants, et puis aussi connaître les opportunités qu'offrait le numérique en termes d'apprentissage. Alors ensuite, en termes de compétences, il y en a plusieurs qui ont pu émerger, qui étaient déjà là, mais peut-être qu'ils ont été rendus plus visibles et peut-être plus cruciales à ce moment-là. Nous avions déjà lancé à Sciences Po des cours sur l'esprit critique en lien avec le monde des data et l'utilisation des data illimitées, et ceux-là ont été particulièrement clés pendant le Covid et puis maintenant aussi, après cette expérience-là, le fait de savoir orienter les étudiants à chercher les sources, à confronter les avis et puis à visualiser un monde de data illimité et en simultané. Et puis bien entendu, et ça je pense qu'on pourra revenir là-dessus aussi, des compétences telles l'agilité, le fait de savoir réagir au changement ont été vraiment mises en avant et ça nous commencions déjà à y travailler. Et là, on a tous été lancés dans ce monde où on n'avait pas le choix, il fallait faire preuve d'agilité et de capacité d'adaptation
avec une certaine responsabilité aussi. Vous avez cité 2 soft skills en fait, esprit critique et le deuxième agilité, aux côtés des hard skills bien évidemment qui sont toujours clés. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est passé d'un monde où les hard skills étaient un peu plus importants à un monde où au contraire les soft skills sont demain la clé pour arriver à s'en sortir au mieux et anticiper et surtout à évoluer dans un monde qui est en perpétuelle évolution et mouvement? C'est vrai qu'auparavant, il y avait une dichotomie entre les hard skills et les soft skills. Nous, le parti pris qu'on a eu au moment même où on a lancé l'Institut des compétences, et maintenant on est d'autant plus convaincus de cette stratégie-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de hiatus entre les deux, que les deux sont complètement articulés. Il n'y a pas d'esprit critique. Comme vous pouviez le dire, cela peut être catégorisé comme une soft skill, mais il n'y a pas d'esprit critique sans un socle de connaissances fort, mais aussi avec une capacité de discernement, là où on entre un petit peu plus dans des compétences comportementales. Et donc nous, l'enjeu en termes de formateurs, et formateurs de formateurs, puisqu'on accompagne nos enseignants aussi, c'est de montrer ce maillage et comment dans des cours où peut-être autrefois on aurait pu dire sont des cours de savoir, les cours qui sont enseignés par nos chercheurs, etc. Comment est-ce qu'on intègre cette notion de soft skills par des méthodes pédagogiques ? Donc ça, c'est un côté où on accompagne nos enseignants pour cela. Mais par rapport à nos étudiants, c'est que nos étudiants puissent avoir une attitude et une démarche réflexive par rapport à ce qu'ils sont en train d'apprendre en termes de connaissances, en termes de compétences. Mais pour nous, les deux sont 2 pierres angulaires d'un même édifice pour qu'il y ait une démarche réflexive des étudiants et qu'ils sachent, qui se connaissent mieux, qui sachent mieux apprendre et qui sachent mieux s'orienter dans ce développement des compétences qui seront fondamentales au moment où ils seront dans les secteurs professionnels. Dans le grand bain, effectivement. Et alors justement, vous avez mis en place des initiatives que je trouve vraiment très innovantes et intéressantes pour notamment favoriser, stimuler la créativité des étudiants, encore plus dans cette période-là, notamment via un atelier d'écriture. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, effectivement, c'est pour répondre à ce défi de la compétence de la créativité. Une créativité qui est importante pour l'innovation, qui est importante pour savoir gérer l'inconnu, puisque la créativité, c'est ça, c'est la page blanche, c'est trouver des idées, savoir les articuler, les exprimer. Et donc nous développions déjà la créativité par différentes méthodes pédagogiques, notamment liées au secteur aussi entrepreneurial. Et là, on a pris le parti d'avoir des approches croisées et de développer ces compétences, mais par des biais où on ne nous attend pas forcément. Et donc on a créé, c'était juste avant l'Institut des compétences et de l'innovation, en 2019, j'ai lancé le Centre d'écriture et de rhétorique à Sciences Po, où on fait venir des écrivains qui restent pendant un semestre ou une année, donner des ateliers d'écriture de création aux étudiants avec des figures comme Marie Dariussec, Maëlys Kerangal, Patrick Chamoiseau, Mathias Hénard qui est avec nous en ce moment. Et justement, là, dans le développement des compétences, ce n'est pas uniquement pour développer leur plume et une facilité dans une expression, c'est développer l'imaginaire, le lancement dans l'inconnu. Il y a également plusieurs compétences qui sont associées, comme l'écoute, la lecture, la découverte de l'autre. Donc toutes les notions d'empathie peuvent passer par la littérature aussi. Et notre défi à nous, c'est le fait de pouvoir accompagner les étudiants à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, apporter des solutions originales et savoir s'adapter à des contextes nouveaux en développant cet imaginaire. Et je crois que les étudiants évaluent donc ces formations et vous avez eu des retours assez étonnants d'étudiants qui vous disaient, allez-y, je vous laisse vous dire que ça avait un impact sur l'intégralité de leur cours. Exactement, et de leur parcours de formation à Sciences Po. Effectivement, nos cours sont évalués. En fait, ce sont des retours de nos étudiants que nous avons systématiquement. Et on avait vu une adhésion totale des étudiants qui s'étaient vraiment précipités pour s'inscrire à ces ateliers. Et on a aussi des cycles de conférences qui sont pleins toujours pour toute la communauté Sciences Po. Donc on voit l'intérêt au-delà même des étudiants. Cela irrigue un peu notre institution, cela donne un certain oxygène. Et dans ces retours, notamment au moment du Covid, ils nous ont dit que c'était le moment où ils étaient posés, et moi c'était l'un des intérêts aussi de créer cette initiative, c'était de les plonger dans cette concentration approfondie qu'apporte
la créativité. Lorsqu'on crée un personnage, on imagine une intrigue, on ne zappe pas, on n'est pas en train de faire d'autres choses, on est vraiment dans cette bulle qu'ils doivent connaître pour, dans leur activité professionnelle, ensuite savoir comment mobiliser cette concentration qui amène à des idées et à des projets plus approfondis. Et ils nous ont dit combien cela les avait aidés et combien cela les aide à se concentrer pour l'ensemble des autres cours. Donc ils sont dans un contexte plus porteur pour leur apprentissage. Et j'attends avec impatience, dès qu'on aura un petit peu d'ancienneté et que nos étudiants seront là, sur le marché du travail, qu'on puisse avoir des retours sur ce que cela leur apporte dans la vie professionnelle. Et je pense, vu l'impact qui retrace déjà, je pense qu'il y aura des choses très intéressantes à aller voir de ce côté-là. Et bien entendu, nous travaillons sur la formation initiale, mais également en lien avec notre organisme de formation continue, notre direction de la formation continue. Et là, je pense qu'il y a des liens très forts justement entre les compétences que nous développons chez nous, ces compétences de l'avenir en lien avec les recruteurs et avec toute une grande partie de notre corps professoral qui vient du monde professionnel, et la formation continue tout au long de la vie, où il faut constamment se réinventer, se réadapter. On en reparlera tout à l'heure effectivement avec Ingrid de cette impérieuse nécessité vraiment de se former tout au long de la vie. Merci beaucoup Delphine. Cette pensée out of the box que permet cet atelier de créativité, Hélène, au sein d'INCO, vous le faites aussi d'une manière différente. INCO, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce que vous faites véritablement, les liens que vous pouvez avoir avec Pôle emploi pour, vous allez nous l'expliquer, inclure les personnes qui sont éloignées aujourd'hui du monde de l'emploi pour les former aux métiers de demain et notamment au métier de la transition écologique? Oui, avec grand plaisir. Alors effectivement, le positionnement de l'INCO est assez particulier. Nous, on se concentre sur former des personnes fragiles, on dit au métier de demain, je vais préciser lesquelles, parce qu'on est convaincu aussi que la transition écologique et numérique, elle doit bénéficier à tous et qu'elle doit se faire surtout avec tous. C'est comme l'idée sous-jacente au projet. La particularité de notre démarche de formation, alors je vais d'abord préciser peut-être la population qu'on adresse aujourd'hui. On se concentre sur les 18-25 ans, souvent des jeunes chômeurs ou chômeurs de longue durée, ou qui ont du mal à trouver une voie stable et qui accumulent les petits emplois, mais qui sont dans une situation de précarité. Et on les identifie grâce à Pôle emploi, avec qui on a créé des partenariats sur tout le territoire, mais aussi grâce à des associations. Les associations sont très engagées dans ces domaines-là, ou des organismes de formation qui ont aussi une approche similaire à la nôtre. Et donc l'idée, c'est le vrai challenge, je vais dire, c'est d'aller les chercher et puis ensuite de les engager dans un parcours, de donner la motivation, l'espoir que ça donne quelque chose. Et c'est ça, je pense, ce qui fait notre approche différenciante, c'est qu'on leur apporte d'abord une visibilité, une transparence sur ce que sont ces métiers de demain. On en parle beaucoup partout, mais en fait, où y sont-ils, comment ils se dessinent, et puis quelles sont les compétences nécessaires à développer pour ces métiers-là, parce que c'est souvent des populations en fait qui sont caractérisées par un manque d'accès à l'information, tout simplement, un manque de compréhension, notamment des compétences, de ce que ça implique que de s'engager dans des parcours comme celui-ci. Et on a tendance à dire ce dont on est assez fiers, c'est qu'on arrive à lever auprès de ces populations l'autocensure, à débloquer un cliquet qui va faire dire à ces jeunes populations, bah tiens, ça a l'air pas mal, ça peut me convenir, en fait je peux peut-être y arriver. Et effectivement, ça passe notamment dans ces formations par un grand travail sur ce qu'on appelle les soft skills, mais juste apprendre à se connaître. Et c'est la première voie pour aussi apprendre à connaître les autres, à travailler avec les autres, avoir confiance en l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment un point de départ. Et je peux donner un exemple. Vous construisez des parcours, comme vous le disiez tout à l'heure. Dans certaines branches, vous pouvez nous décrire, vous m'avez parlé de l'agriculture, de l'IA en santé aussi. Oui, je pourrais à peu près de tous les... On pourra parler après de tous les métiers, mais le point de départ, nous, c'était effectivement les parcours dans le numérique. C'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui, presque, mais c'est quand même essentiel. Et la particularité de nos parcours, c'est qu'on les initie avec ce qu'on appelle des bootcamps ou des mini-formations de sensibilisation. On appelle ça, par exemple, le parcours dont je parle, ça s'appelle Get into Tech.
Et donc, on va de manière très simple présenter les différents métiers possibles dans le qu'est-ce que le numérique, va donner simplement un contexte à tout ça et faire des liens avec le monde réel, concret. Qu'est-ce que ça veut dire être community builder, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et c'est souvent ces formations-là qui ont un énorme succès parce que comme je vous l'ai dit, ils comprennent tout de suite qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui peut leur convenir, et on arrive ensuite à les engager dans une formation plus longue, souvent plutôt professionnalisante, ou en tout cas qui a vocation à, et là qui demande beaucoup plus d'engagement, parce que c'est souvent sur 1 an ou plus, et qui débouche ensuite, on les accompagne aussi dans le placement. On a un réseau de partenaires dans le privé et qui souvent participent avec nous, à déjà co-créer avec nous les contenus quand on les crée nous-mêmes, qui ont aussi un rôle de mentor, qui vont mentorer les jeunes. C'est aussi pour les entreprises, c'est extrêmement intéressant parce que eux, c'est un moyen aussi d'engager leurs employés. C'est aussi pour la communication, mais il y a un vrai intérêt pour ces entreprises de participer à la formation de leurs futurs employés, quoi. Vous avez un exemple de personnes qui a été... Alors oui, alors vous m'avez demandé tout à l'heure, en fait, il y a un garçon avec qui je travaille de temps en temps. Alors moi je chapeaute les opérations, donc je suis pas forcément sur le terrain, mais un garçon avec qui je travaille, qui s'appelle Shakib, qui vient des quartiers défavorisés de Paris, qui après son baccalauréat a erré et a en fait accumulé les petits emplois, barman. Il n'arrivait pas à trouver quelque chose et en fait c'est un mail de Pôle emploi avec qui donc on est partenaire qui a proposé cette formation dont je vous ai parlé, Get into Tech. Il y est allé. Et en fait, ça lui a donné envie de creuser certains métiers. Et c'est ça qui l'a engagé dans une formation plus longue. Et aujourd'hui, en fait, il travaille en freelance. Il est développeur web, développeur d'applications. Et il travaille avec nous. Il est aussi un salarié chez Inco à temps partiel. Il nous accompagne sur les formations. Il accompagne des jeunes dans les formations. Il est très bon à ça. Et d'ailleurs, c'est un des meilleurs éléments. Voilà, un exemple, quoi. Mais il y en a beaucoup. En 2018, je le disais tout à l'heure quand je vous présentais Hélène, vous avez pour McKinsey rédigé un rapport sur, alors je le dis en français parce que on est en France, sur la place des femmes dans le monde professionnel de demain. Oui. Quels étaient les grands enseignements de ce rapport ? Alors, le lendemain de la journée de la femme. Oui. Alors, les grands enseignements. D'abord, il y a tout un constat sur l'ampleur de la transformation du monde du travail qui est en cours, liée à on appelle ça la 4e révolution industrielle, et donc l'événement de la robotique, l'intelligence artificielle, mais aussi de la transition radicale vers un monde décarboné. Et donc voilà, l'ampleur, donc c'est cette transformation qui touche des centaines de millions d'emplois par le monde et qui aussi génère la création d'emplois de manière significative. Et donc voilà, ce que met le rapport en exergue d'abord, c'est que donc on a effectivement des emplois qui disparaissent liés à l'automatisation, notamment dans les secteurs productifs, d'autres qui se multiplient liés à l'ingénierie informatique, technologie avancée, d'autres mutent, de métiers mutent, et puis il y a des nouveaux emplois qui se créent. Et aujourd'hui, les femmes sont, de manière synthétique, bien positionnées. En Europe, hein. Je parle de l'Europe, c'est un travail de recherche en économie, donc c'est focalisé sur l'Europe. Les femmes sont bien positionnées pour saisir les opportunités dans des secteurs qui vont se développer, tels que la santé, l'assistance sociale, l'accompagnement à la personne, et donc ont les compétences aussi nécessaires, des compétences plus humaines, empathiques, de l'empathie cognitive, sociale. En revanche, elles vont devoir se former massivement sur des compétences telles que la technologie, ingénierie informatique, technologie avancée, pour saisir des opportunités dans d'autres secteurs qui vont également se transformer et grossir, qui sont liés encore une fois à l'ingénierie informatique, le digital. Et le constat qui se fait, c'est que ce sont des compétences, ces dernières, qui s'acquièrent très tôt dans le parcours académique et donc, notamment dans le parcours académique STEM, donc les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, où les femmes sont sous-représentées, donc c'est pas nouveau. Et donc, c'est une véritable révolution éducative qui doit être mise en place.
du primaire à la formation professionnelle en passant par l'enseignement supérieur, pour engager notamment les personnes aujourd'hui exclues de l'emploi, mais de manière générale toutes les personnes, notamment les femmes. Et les solutions qui sont apportées, c'est créer des parcours qui mènent les femmes vers ces métiers-là dès le plus jeune âge. C'est créer des écosystèmes de formation tout au long de la vie, pour hommes et femmes en fait. C'est pas que pour les femmes. Et ça passe par la formation en entreprise. Et puis le dernier élément qui est assez clé, dont on boucle la boucle, c'est aujourd'hui de donner la visibilité aux femmes sur ces métiers de demain. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils impliquent? Quelles compétences sont nécessaires? Voilà. Ce que vous dites, c'est que le système éducatif français doit changer pour inclure et vraiment prendre conscience que la formation en continu tout au long de la vie doit être pleinement intégrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est en cours de transformation. Voilà. Aujourd'hui, il y a les formations continues. D'ailleurs, le gouvernement actuel a fait pas mal de choses en ce sens. La formation en situation de travail, l'alternance, l'apprentissage, ça fait partie c'est des formations qui se développent énormément. Mais effectivement, les deux grands enjeux de ces transformations, il y en a beaucoup, mais c'est d'abord de répondre à ce constat qui va être indispensable de se former plus et plus longtemps à l'avenir, de retourner à l'école pour pouvoir continuer à travailler régulièrement, parce que pour deux raisons principales, c'est que la technologie progresse plus vite que l'on apprend, et donc on a besoin toujours se mettre à jour, mais aussi que le marché de l'emploi change, qu'il n'y a plus de parcours linéaire et que la mobilité devient un élément prépondérant, une référence, et qu'aujourd'hui on est amené à changer d'organisation de métier de plus en plus. C'est des gens qui cumulent, on appelle les switchers, qui cumulent les métiers, et pour ça il faut se former en permanence. Merci beaucoup Hélène. Alors, excellente transition. Au sein du groupe La Poste, ce switch est de plus en plus encouragé. Vous l'avez intégré. Sur les 250 000 collaborateurs du groupe, il y a cette formation en continu. Vous privilégiez les montées en compétences plutôt que les recrutements externes, ce qui est une excellente chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est justement la stratégie du groupe La Poste pour notamment former aux nouveaux métiers numériques dont vient de parler Hélène? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Bonjour à tous. Donc effectivement, pour rejoindre ce dont parlait Hélène, nous on part du principe que la compétence est une donnée, une denrée entre guillemets périssable, et un autre élément fort de la culture de notre entreprise, c'est de construire l'entreprise de demain avec les collaborateurs d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas uniquement une incantation, c'est quelque chose qu'on essaye d'incarner au quotidien, en partant du principe que pour pouvoir construire et répondre aux enjeux qui se présentent à nous, on doit constamment être en connexion avec nos apprenants pour être au fait de leurs usages, de leurs besoins, mais aussi du business, pour pouvoir sentir très en amont leurs besoins de développement de compétences de leurs équipes ou de nouvelles compétences pour répondre à des enjeux business. Donc c'est vraiment une relation tripartite qui est mise en place au sein de l'Institut du groupe La Poste, parce que effectivement, en y associant ces deux acteurs qui sont pour nous vraiment fondamentaux, on construit au jour le jour, à leur côté, des plans de développement des compétences. Et c'est vrai que ces 2 dernières années nous ont beaucoup impactés, puisque on est dans un état d'esprit plutôt général où on se dit les métiers évoluent, certains plus que d'autres, donc on les accompagne tranquillement. Mais là, on a été confronté à une situation complètement inédite où on a dû non seulement transformer les métiers très rapidement et parfois créer de nouveaux services très rapidement. Pour exemple, lors de la crise du Covid, on a créé un service qui était déjà en gestation, on a dû accélérer son développement. C'est tout ce qui concerne le service à la personne, la Silver Economy. Donc aller livrer des repas, par exemple faire de la livraison d'ordinateurs, de devoirs pour les enfants qui étaient éloignés de leur école pendant le Covid, pendant le confinement. Et donc nous, c'est des challenges que l'on relève avec nos partenaires apprenants et business pour pouvoir les accompagner et leur proposer le plus rapidement possible, et en tout cas le plus qualitativement possible, des programmes pour faire monter leurs équipes en compétences, pour que, in fine, l'apprenant, le collaborateur, puisse embrasser cette nouvelle carrière, ou en tout cas prendre ces nouvelles fonctions de la manière la plus sereine possible. On considère que notre rôle, c'est d'accompagner le changement
et que le collaborateur n'ait pas le sentiment de le subir, mais que l'entreprise est derrière lui pour le soutenir. Et c'est vrai que c'est un élément qui est très important, et ça nécessite, nous aussi, en tant que personnes en charge de ces sujets-là, de nous transformer. C'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre d'instances pour justement entretenir cette conversation avec le business. Donc on fait des plans de développement des compétences à 1 an, voire 2 ans. On est très à l'écoute des signaux faibles du marché, très à l'écoute de nos clients sur les nouvelles demandes qui peuvent émerger, qui nous donnent déjà quelques signes avant-coureurs des compétences qui pourront être nécessaires. Et on est très à l'écoute de nos apprenants, de leurs us et coutumes, de leur manière de travailler, parce que d'une société à l'autre, comme c'est un groupe qui est vraiment un groupe de services, mais avec des services très différents les uns des autres, il y a des rythmes de travail, des rythmes d'apprentissage, il y a des profils d'apprenants qui sont très divers, et nous, notre ambition, c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Donc on propose des modalités qui sont très diverses, ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo, du vidéo learning, on fait du snacking, on propose, comme le disait Hélène, des écosystèmes autour d'une thématique, pour pouvoir, par exemple, je vais vous donner un exemple précis, sur le sujet du management hybride, on a développé une classe virtuelle, et le fait d'assister à cette classe virtuelle ouvre à l'apprenant l'accès à un écosystème complet autour de cette thématique. Donc, on a développé du social learning, des échanges entre pairs via un Yammer. On a créé des fiches outils pour répondre à des questions. On fait des ateliers de co-développement. Et donc, de cette manière, en créant cet écosystème, on donne la possibilité aux apprenants, en fonction de la modalité qui l'intéresse, qui est la plus adaptée à son rythme de vie, d'avoir accès à des informations et de poursuivre sa montée en compétences de manière douce. Donc c'est vrai que la question de l'écosystème, c'est vraiment un sujet qu'on développe de plus en plus, parce que vous vous en doutez, les personnels de la banque de postale ne sont pas les mêmes que les personnels du colis, de la banque mobile ne sont pas forcément les mêmes que le personnel du siège, et donc c'est tous ces particularismes qu'il nous faut prendre en compte pour pouvoir accompagner tous les collaborateurs dans les meilleures conditions possibles. Et pour cette détection des besoins en interne, vous avez monté notamment Cap Compétences Numériques, c'est ça, cette formation qui est destinée à identifier au mieux chaque besoin. Vous avez des exemples ? Effectivement, dans le cas de la transition écologique, le digital a complètement a un impact général sur quasiment l'intégralité de nos activités. Donc, comme je vous le disais, le colis, avec l'explosion du e-commerce, les livraisons qui se sont accélérées pendant la période du Covid, que ce soit même pour les collaborateurs du siège, l'utilisation des outils collaboratifs. Donc, c'est vrai que le digital, c'est vraiment un élément important maintenant de nos activités, du renouvellement de notre offre. Et sous l'impulsion de notre président, on a lancé un programme qui s'appelle Cap Compétences Numériques, dont l'ambition est de former, dans les 5 ans qui viennent, les 250 000 collaborateurs de la Poste. Alors, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau en matière d'acculturation numérique. Donc, on construit un écosystème de programmes qui commence par une série de tests de positionnement. Et en fonction de son niveau de départ, l'idée, c'est de proposer une montée en compétences douce. Pour d'autres nouveaux métiers, on a identifié un besoin de plus en plus important de data scientists. Là, c'est pareil, dans le cadre de ce programme, il y a des personnes qui se sont manifestées ou qui ont été sélectionnées pour pouvoir intégrer des programmes de formation, cette fois-ci plus longs, pour, in fine, aller vers ce métier. Donc, c'est vraiment des modalités différentes pour des besoins différents. Et c'est vrai que l'idée de l'écosystème nous paraît de plus en plus pertinente pour la prise en compte complète de toutes les typologies finalement d'apprenants. On n'apprend pas tous de la même manière, on n'est pas sensible aux mêmes choses, et c'est vrai que cette pluralité de modalités moi c'est ma conviction profonde, apporte de la richesse, clairement. Ce programme en particulier dont vous parlez, Data Scientist, c'est des programmes qui s'étalent sur combien de temps ? Quand vous dites plus long, c'est une année? Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus, parce qu'effectivement, ce sont souvent des programmes qui sont faits dans le cadre des activités professionnelles. Hein. Donc, pour vous donner par exemple, on avait déployé de manière très massive des parcours qualifiants, et c'est des parcours qui se déroulaient sur 6-8 mois. Donc, c'est aussi très demandeur, chronophage. Ça nécessite
une envie de s'investir, un engagement de l'apprenant à s'inscrire dans un programme aussi long, mais avec la possibilité j'allais dire, reskiller ses compétences, en tout cas, d'être vraiment à la pointe des besoins autour de sa fonction. Parce que il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'on a à cœur de s'assurer de la montée en compétence de nos collaborateurs, mais pas de manière complètement hors sol. On part du principe qu'on doit offrir aussi à nos collaborateurs la possibilité de remettre à niveau leurs compétences lorsque nécessaire, pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, quitter le groupe et aller poursuivre leur vie professionnelle dans une autre entreprise. Donc on avait lancé un programme très important sur les RH, parce qu'on part du principe que la fonction RH, elle joue un rôle déterminant dans la transformation du groupe, parce que en contact avec les managers, avec les collaborateurs, donc elle joue un rôle déterminant. Donc pendant 3 ans, on a formé toute notre filière RH, mais c'était sur des programmes très ambitieux. Merci beaucoup Ingrid. Une dernière chose, vous m'avez dit quand on a préparé cet entretien qu'un des impacts que vous avez noté aussi du Covid, c'est cette plus forte implication dans le business de tous les métiers de l'entreprise, d'autant plus dans une entreprise publique comme La Poste, l'ancienne. Justement, quelles sont ces implications? Comment vous l'avez noté, ce constat? Ça part de quoi? Alors, en fait, ça part du plan stratégique. Tout part de là. C'est vrai qu'on vient de déployer un nouveau plan stratégique avec une ambition qui est assez forte, devenir le premier groupe de services européen. Et il y a un item très important autour de la transition écologique. Et tout le business est vraiment impacté par ce sujet. Et nous, notre parti pris, comme je vous le disais précédemment, c'est d'entretenir une conversation avec eux. Donc on met en place des instances. On a des chefs de projet, ingénierie, qui ont un interlocuteur dans chacun de nos business units et avec lesquels ils travaillent au quotidien sur les besoins, la montée en compétences de leurs équipes, selon un calendrier, un plan de développement assez classique finalement, mais qui est très monitoré et qui se nourrit aussi d'éléments tels que les éléments sur lesquels travaille Delphine. On se nourrit des référentiels pour pouvoir, comme je vous le disais, être vraiment dans la réalité du métier, pas de la Poste, mais du métier de manière générale. Et on se nourrit aussi des travaux que mène Hélène, qui sont aussi des sources d'inspiration pour nous. L'idée, c'est vraiment pas de faire du sur-mesure et de former nos collaborateurs uniquement à nos métiers. On le fait, mais dans un deuxième temps. Sachant que les métiers évoluent très vite. Exactement. Et que l'année prochaine, il y aura des métiers qu'on ne connaît pas encore. Tout à fait. Merci à toutes les trois. Merci à tous. Merci.